Les copains, on a reçu les nouveaux sacs de transport de jeu. Vous savez ce que ça veut dire? Ah ouais! Bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi, salut Antoine. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. En fin de vidéo, tout de suite, là maintenant, non, justement, en fin de vidéo, vous allez avoir un focus sur Cat in the Box. Un truc un peu sur le chat de Schrödinger, c'est pas tout à fait vrai. La thématique est très cool, c'est un jeu un peu de pli, mais vous verrez ça en fin de vidéo. C'est franchement top, nous on y a joué à 3, 4, c'est trop bien comme jeu de pli, mais on vous en parle en fin de vidéo. Autre annonce, vous avez ce week-end le festival Flemme, festival ludique en Médoc, à Castelnau-des-Médocs, 10 au 11 juin 2023. Vous allez retrouver plein de gens sympas, notamment toute l'équipe de Matago, des gens de chez Yellow, Nuts Publishing. Il y a, on voit, Arcada ici, maison d'édition qui a fait notamment Erune et bientôt qui arrive Spike Rider 3000, Ocaluda, enfin voilà, plein de gens très cool de l'édition du jeu. Donc allez-y ce week-end, si vous êtes dans le coin ou pas, si vous voulez vraiment y aller pour ça, et ben allez-y parce que je sens que ça va être très bien comme petit festival. Première édition d'ailleurs, à noter. On enchaîne maintenant après les news. Vous allez commencer avec les nouveautés sur Passe-Passe, un super jeu de cartes. Toujours très bien. Là, on a eu Trio, on a eu, donc il y a toujours le skijo qui est là. On a eu Mind Up aussi pour l'été. Maintenant, il y a Passe-Passe qui arrive, qui vient se faire sa petite place pour les jeux d'été. C'est franchement très cool comme petit jeu. Pareil, on vous parlait de Cat in the Box. On reste dans une sensation un peu de jeu de pli, mais avec des petits twists très malins, vous allez voir. Alors, c'est un jeu à partir de 8 ans, si je dis pas de bêtises, pour 3 à 6 joueurs. Vous verrez qu'il y a un moyen de jouer à 4 en équipe et à 6 en équipe. Et c'est pour des parties d'environ, on va dire, 30 minutes. Dans Passe-Passe, ce qu'on va essayer de faire, c'est marquer évidemment le plus de points de victoire. Et pour ce faire, en fait, on va avoir une partie qui va durer 3 manches. À chaque manche, les joueurs vont se voir attribuer 8 cartes, et ces 8 cartes, on va toutes les jouer. Donc en fait, chaque manche va constituer en fait 8 tours. Donc je me retrouve avec mes 8 cartes, et en commençant par le premier joueur, celui-ci va pouvoir jouer une carte d'une couleur. Alors il y a 4 couleurs, hein. Il y a violet, il y a jaune, il y a bleu, et il y a j'ai dit violet, bleu, vert et jaune, pardon, je vais y arriver. Donc le premier joueur va jouer une couleur, les autres joueurs peuvent jouer n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Le seul truc, c'est qu'après qu'on ait tous joué, donc là par exemple c'est une partie à 4, mettons, une fois qu'on a tous joué, on va regarder la couleur majoritaire. Ici, c'est le vert. Et parmi ces couleurs majoritaires, du coup, le joueur qui a la plus grosse valeur va du coup tout simplement récupérer la carte de son choix parmi toutes les cartes présentées. Ici, il va dire par exemple, je vais prendre, allez, mettons le 5. Hop, il le met devant lui. Le joueur ensuite, donc, dans la couleur du coup toujours majoritaire, celui qui a la valeur la plus faible, va pouvoir récupérer les 2 cartes de valeur les plus faibles qu'il va mettre devant lui. L'intérêt de collecter ces cartes-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait déjà, chaque carte vous vaut 1 point. À la fin de chaque manche, on compte les points. Et du coup, à la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points l'emporte. Ça, c'est vraiment le moyen de gagner des points et de gagner la partie. Donc, une carte vaut 1 point. Sur certaines cartes, on peut le voir ici, Antoine, hop, on a des diamants. 1 ou 2, je crois peut-être parfois 3, mais c'est rare. Ça vous fait aussi des points en plus quand il y a des diamants. Donc, souvent, vous allez vouloir les récupérer. Si jamais, lors d'une manche, vous arrivez à récupérer 4 cartes de couleurs différentes, vous faites ce qu'on appelle un passe-passe. Ici, vous avez un petit bloc de score. Et vous avez des petits ronds. Quand vous avez fait un passe-passe, vous le cochez. Si jamais vous cochez 3 passe-passe, vous gagnez instantanément la partie. Donc l'intérêt en fait, ça c'est super cool parce qu'en fait l'intérêt de passe-passe c'est d'aller chercher les cartes différentes, mais souvent, vu que le choix il est limité sur, si vous êtes majoritaire, vous prenez qu'une carte, et en plus vous prenez celle que vous voulez, donc vous essayez d'un peu bloquer les joueurs, mais quand vous êtes minoritaire, donc le second entre guillemets, vous récupérez les 2 cartes de plus faible valeur. Essayez au mieux de récupérer des cartes de couleurs différentes pour faire des passe-passe. Parfois, on ne pourra pas tout le temps le faire. On favorise les diamants, c'est à vous de voir. C'est ça, en fait il y a plusieurs stratégies, mais faites attention au passe-passe, et parfois on va récupérer des cartes, volontairement on va vouloir être deuxième pour récupérer des cartes de faible valeur certes, mais de couleurs différentes pour réussir à faire des passe-passe. C'est hyper malin.
En équipe, vous allez jouer en fait en intercalé, hein, forcément. Ce qui est très malin en équipe, c'est que du coup, vous ne comptez que le score de votre équipier le plus faible. Ah, ça, c'est très malin aussi, parce que du coup, si Antoine fait plein de points et que moi, j'en fais pas, ben, c'est mon score en fait qui va être compté dans notre équipe. Je crois que j'ai tout expliqué. Petite subtilité, le dos des cartes et la couleur que vous retrouvez au recto. Ça, c'est hyper malin. Donc aussi. quand vous voyez mes 8 cartes et vous voyez que j'ai 6 cartes vertes et 2 cartes jaunes, vous sentez que du coup, je vais être très limité en termes de couleur, évidemment, de choix. Mais par contre, j'aurai peut-être plus de choix, on va dire, en termes de majorité de couleurs, forcément. Si vous jouez vert, il y a de fortes chances que je sois devant vous. C'est extrêmement simple, vous avez pu le voir expliquer. Ça se prend en main, mais de manière très immédiate. Et puis, vous avez toujours des petits dilemmes. Est-ce que je prends les cartes, les diamants? Est-ce que je tente les passe-passe? Ça, c'est à vous de voir. Top, franchement, moi, je suis très fan de passe-passe. Je suis pas forcément beaucoup joueur de pli, mais je trouve que donc Cat in the Box, Skull King et passe-passe renouvellent un petit peu cette ouais, c'est la partie de ces jeux de pli qui vous font aimer les jeux de pli. C'est ça. Je suis un peu comme toi, c'est pas spécialement mon truc. Et passe-passe, c'est gros coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup aussi, ouais. Très content de le voir arriver juste à temps pour l'été. On enchaîne sur un autre jeu donc, qui était déjà sorti, j'ai plus exactement la date de sortie. Voici arrivé Brigand. Je ne l'ai pas précisé sur Passe-Passe. Ici, Brigand, c'est un jeu de Florian Bouet et de Lorraine Brosseau. C'est illustré par Sylvain Aublat. On va attraper une boîte pour Passe-Passe. On va rattraper le coup. Alors ici, c'est Alexandre Droit. Je suis vraiment désolé. Alexandre Droit et David Papu, ou Paput, je ne sais pas comment on dit, Papu, je pense. Et c'est illustré par Ulrich. Voilà, très cool. Merci. Hop. Donc ici, c'est illustré par Sylvain Aublat. Et Brigand est un jeu, on va dire, avec des petites similitudes, des petites comparaisons à Sheriff de Nottingham, Not Alone. On est sur un jeu. Ah, il y a vraiment de ça, ouais. On est sur un jeu un petit peu asymétrique où il y aura de la traque, du moins pour un joueur, donc ce côté asymétrique. Brigand, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 35-40 minutes. Toujours moins d'1 heure. C'est un jeu qui se joue en simultané, donc c'est très très cool. Ici, on a un plateau avec différents lieux sur lesquels les joueurs qui jouent les brigands vont pouvoir se positionner, ainsi que le joueur qui va jouer le prince. Donc déjà, il y a une asymétrie qui se dessine, surtout à partir de 3 joueurs, parce qu'à partir de 2 joueurs, il y a une variante. Donc de 3 à 6 joueurs, il y a toujours un joueur qui joue le prince, et les autres joueurs joueront des brigands. Donc on aura, en tant que joueur brigand, 3 petits brigands qu'on va essayer de placer sur des lieux pour essayer de récupérer en fait le plus d'argent. Il faut savoir que le prince, en fait, c'est la banque. Donc lui, en fait, son argent, bah, c'est le tien, en fait, hein. C'est un peu la banque. Et les joueurs, en fait, quand ils vont récupérer de l'argent, ils vont le voler au prince. La partie va durer 6 manches qui seront en fait à chaque fois comptées par ce nombre de cartes là qui sont un peu des cartes qui vont changer un petit peu la partie. Il y en a 6 en tout et dès que la 6e en fait est jouée, dès qu'on a tout résolu la 6e manche, on regarde les conditions de fin de partie et celui qui a le plus de points entre guillemets l'emporte. L'idée ici c'est que si vous êtes brigand, vous allez devoir essayer de voler au moins 50 ducats au prince. Si vous en avez au moins 50 ducats, vous gagnez la partie. S'il y a plusieurs joueurs à égalité, donc avoir volé au moins 50 ducats, c'est évidemment le brigand le plus riche qui l'emporte. Le prince, lui, si aucun brigand n'arrive à la 6e manche à remplir sa manière de gagner, c'est-à-dire 50 ducats, c'est lui qui gagne la partie. Donc le prince va essayer d'empêcher les brigands de voler de l'argent et les brigands vont essayer de le dépouiller à mort. Comment ça se passe? Dans la mise en place, on a différents lieux qui vont se lire toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous voyez, c'est des tuiles en fait qu'on positionne aléatoirement, et à chaque fois on a cette tuile-là de départ, et la flèche vous indique le sens en fait de lecture des différents lieux. Il y aura des pouvoirs sur les lieux, j'y viendrai après. Comment se déroule un tour? C'est extrêmement simple. La première phase, elle consiste tout simplement à chaque joueur de récupérer un petit jeton de pouvoir. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Chaque joueur en récupère un. Et on révèle une petite carte événement qui va en fait tout simplement changer le pouvoir du lieu habituellement. Voilà. Normalement, il y a un lieu qui est indiqué. Là, vous dites, ok, ce lieu-là, normalement, il rapporte 10. Et là, maintenant, on le met dessus et ça rapportera 16. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, simultanément, tous les joueurs vont choisir parmi les lieux, donc qui sont représentés sous forme de cartes, sur lesquels ils souhaitent aller. Donc là, par exemple, en tant que joueur jaune, je peux décider de répartir mes 3 brigands comme bon me semble sur 1, 2 ou 3 cartes. C'est-à-dire que si par exemple là je joue 3 cartes, je suis obligé de mettre un brigand sur chaque carte. Je pourrais très bien décider d'en jouer que 2 cartes, mais dans ce cas-là, je vais faire un groupe de 2 et puis un groupe de 1. Et si je joue qu'une seule carte, c'est possible, mais dans ce cas-là, je jouerai tous mes brigands sur un seul lieu. Tous les joueurs vont faire ça. Donc là, je vais garder mon exemple. Hop. Et une fois que tous les joueurs ont placé leurs différents brigands sur les cartes, on révèle et on place nos brigands sur le plateau. Donc là, par exemple, je vais à la taverne, je vais dans le trésor et puis je vais à la mairie. Donc là, la mairie, hop, je vais ici. Le trésor, ça va être ici. Et puis ici, le vert, ça va être ici. La taverne. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, dans l'ordre des lieux qui sont disposés ici, en finissant par la prison, on va résoudre les lieux. Donc lui, par exemple, c'est un mauvais exemple, il est tout seul. Le prince, lui, il n'active pas les lieux. C'est le prince, il ne va pas s'attaquer à lui-même. Donc lui, il sert à rien. Voilà. Ici, par exemple, très simple, là, on a 16 pièces à se répartir entre le brigand bleu et le brigand jaune, tout simplement. Donc là, par exemple,
C'est facile, hein, 16 c'est un multiple de 2, donc c'est bon. Pas très bien joué pour le prince. On divise par 2, 8 et 8, donc 8 pour le bleu et 8 pour le jaune. Yes. C'est super. Hop, ces brigands-là reviennent chez leur propriétaire. On enchaîne les lieux. Alors là, des fois, c'est des trucs assez rigolos, je vous explique en même temps les lieux. Ici, par exemple, vous avez 10 pièces pour la personne qui arrive là, mais c'est pour l'équipe qui arrive ici. Ici, malheureusement, il y a 3 équipes. Vous le voyez l'icône ici après. 2 équipes ou plus présentes ici vont en prison. Donc eux, ils sont prisonniers. C'est la salle du trône, il faut la jouer fine. C'est ça, il faut y aller tout seul, ou pas y aller du tout. Ah non, c'est pas la salle du trône, là, c'est le trésor. C'est le trésor, pardon. Ah ouais. Ici, par exemple, donc là, on va avoir une résolution assez spéciale. Vous êtes présent sur le lieu de la patrouille. Donc en fait, le prince, lui, il joue pas des brigands, il joue des patrouilleurs. Et donc là, malheureusement, le joueur rouge, il est en présence d'une patrouille. Donc directement, il n'y a pas de résolution de lieu. Il va dans la prison. Ça se passe pas bien pour le joueur rouge. Non, le joueur rouge, il est un peu dans la mouise là. Ensuite, lui, il récupère son pion. Là, ici, on a différents lieux. Donc s'il y avait un seul brigand, il récupérait 5 pièces. S'il y en a trop, évidemment, 3 ou plus, ils partent en prison. Ici, on peut récupérer des jetons d'action, j'y viendrai plus tard. Et ici, par exemple, bah, c'est chouette, chaque brigand peut faire l'une des 2 actions. Donc, soit je lance un dé et je gagne les pièces indiquées par la valeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, je paye 6 pièces et je lance 3 dés et je gagne le montant des dés. Ne le faites pas quand, comme moi, vous n'avez pas de chance au dé, c'est pas bénéf. C'est vrai. Donc là, chaque joueur choisit son action. Hein. Moi, j'ai décidé par exemple de lancer un dé, bah, je gagne 1, voilà, parce que comme Antoine, je n'ai pas de chance au dé. Et le joueur bleu va décider de payer 6 pour lancer 3 dés. Il fait 8. Bon, il a fait un gain de 2 pièces, malheureusement. C'est pas ouf. On n'est pas des super brigands. Qu'est-ce qui se passe ici? Si jamais vous avez un patrouilleur qui est sur la zone de prison, en fait, le patrouilleur va activer son petit plateau. Et c'est là en fait où la symétrie va être très forte parce que ça va permettre notamment au prince de pouvoir augmenter l'une de ses capacités qui sont ici. Donc là notamment c'est une taxe pour les brigands qui se trouvent en prison. Et là notamment ça permet de voler des cartes à plusieurs équipes pour leur empêcher de jouer au prochain tour des différents lieux. Donc ça vous permet vraiment de les coincer. Ensuite, il va gagner un jeton d'action qui est ici. J'y reviendrai pour l'explication. Ici, il applique la sentence. Donc plus votre marqueur est haut, plus les brigands qui sont présents ici devront payer. Et je rappelle que c'est le montant par brigand. Donc le rouge, il est vraiment dans le caca, c'est ça montre haut. Et ensuite, quand ils ont payé la taxe, les brigands reviennent chez eux. Ça, c'est vraiment un tour de jeu extrêmement simple. Et vous enchaînez, ainsi de suite. La petite subtilité, j'y reviens, c'est que quand vous planifiez vos actions, mettons au prochain tour, bah, je vais planifier, mettons, 2 cartes. Je vais faire un groupe de 2, et puis je vais faire un groupe de 1. En plus d'avoir fait ces groupes-là, si j'ai un ou plusieurs jetons d'action, j'ai le droit de placer un jeton d'action dans un groupe. Donc ça peut être lui, si j'en ai 2, je peux très bien faire ça. Par contre, jamais 2 jetons d'action, évidemment, c'est un seul maximum. À quoi servent ces jetons? En fait, quand vous allez vous placer, ces jetons-là vont se résoudre avant même qu'on fasse la résolution du lieu. Dans l'ordre, en fait, vous faites les jetons, puis s'il y a un patrouilleur, vous faites le patrouilleur, puis s'il n'y a pas de patrouilleur, ben on résout le lieu. Ces jetons d'action, à quoi ils vous servent? Et ben en fait, ça vous reporte sur une petite roue d'action. Et donc, les joueurs, les joueurs qui sont présents ici, dépensent leurs jetons d'action et activent, avec une petite barrette là que j'ai pas prise là, c'est une espèce de petite trombone en plastique. Et vous choisissez simultanément l'action que vous souhaitez faire en bonus. Donc il y a une action qui vous permet de vous déplacer sur le lieu suivant. Si jamais vous sentez que le patrouilleur il est là, vous dites bah moi je fais cette action là, bah finalement je vais là, je suis plus là. Vous avez une action qui vous permet notamment de voler un joueur. Vous avez une action qui vous permet de renvoyer à la maison vos brigands, parce que vous avez trop peur de vous faire avoir en vous déplaçant. Ici, vous avez le moyen de pousser un joueur qui se trouve sur votre lieu, pour l'envoyer ailleurs. Donc c'est hyper malin ce petit trou-là, sachant que le prince n'a pas tout à fait les mêmes. Il peut voler beaucoup plus d'argent aux différents joueurs qu'il va choisir. Il va pouvoir voler des cartes comme l'a indiqué ici, mais du coup en fonction de sa progression, il va pouvoir voler plus de cartes. Il va pouvoir se déplacer également. Donc il y a plein de petites subtilités sur cette roue d'action. Et je crois que là je vous ai tout dit, c'est vraiment un jeu méga fluide. On a vraiment un jeu au final où la mécanique, le plus gros en fait du jeu, se résout sur les différents lieux. Parce qu'en fait, en fonction des groupes que vous créez, il y a des lieux qui sont plus ou moins intéressants si vous avez un ou plusieurs brigands. Si vous êtes des équipes différentes ou si vous êtes une équipe toute seule. Donc c'est vraiment top, c'est très très bien fichu. Il n'y a pas beaucoup de règles au final, mais il y a plein de subtilités, notamment les jetons d'action sont très malins pour essayer d'embrouiller le prince et pour essayer en fait de l'avoir à son propre jeu en fait. C'est les lieux qui font tout finalement, à votre tour, vous choisissez où vous voulez aller, point, et ensuite tout se résout, et tout coule de source. On a joué à 3. Ouais. À 3 ça marchait déjà bien. On avait envie de jouer à plus nombreux. Oui, alors je pense que le prince, s'il est face à 4 joueurs, il a déjà un peu plus de chances de récupérer l'argent qu'on lui vole, parce qu'il va pouvoir tomber sur plus de groupes en fait, je pense. Mais c'est super malin. À 2, vous ne jouez que des brigands, et en fait, il y a une répartition qui fait que les joueurs vont se répartir les patrouilleurs chacun leur tour en fait. Donc c'est très malin. Moi franchement, j'ai été assez... au début, alors la boîte me vendait pas du rêve, je trouve pas les illustrations
très attrayante là-dessus. Mais par contre, sur le plateau et sur les cartes, le matos c'est beau. Hein. Ah, c'est super, l'iconographie est très parlante. Franchement, c'est très bien édité. On n'en parle pas souvent, on en voyait sur le prix. Tout ce que vous avez tout ce que vous avez dans la boîte ici, vous l'avez pour 32 €. Et franchement, je trouve que c'est très honnête. Ouais. Actuellement, on est vraiment en grosse période. C'est un réel plus, ça donne d'autant plus envie de le mettre en avant. Il y a beaucoup de jeux des fois qui sont très chers, on va avoir du mal, les gens vont avoir du mal à des fois à se dire bah ouais, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, ils hésitent beaucoup plus. Là pour le coup, bah franchement vous pouvez y aller, c'est vraiment très propre, très belle édition Brigand, et franchement ça nous a beaucoup plu. J'enchaîne une dernière fois avec hop là, Mistwood de l'extension, l'une des dernières extensions de Everdell, j'espère que ce sera la dernière, normalement oui. Dans Mistwood, déjà gros ajout, vraiment très cool, c'est pour le mode solo. Parce que maintenant, alors mode solo ou 2 joueurs, vous allez pouvoir rajouter du coup un nouveau personnage. En fait, c'est un joueur en fait autonome en fait qui va se gérer tout seul, mais qui va être beaucoup plus difficile à contrer parce qu'il va avoir une manière de scorer qui va dépendre du niveau de difficulté que vous choisissez, mais qui va se passer à des endroits beaucoup plus malins que le joueur en fait fictif dans le jeu de base. En fait, là maintenant, vous avez Tissenuit qui est en fait une araignée qui va venir en fait dans le monde d'Everdell et qui va vous bloquer dans votre construction comme dans le jeu solo, mais de manière beaucoup plus maligne et qui va rendre le jeu un peu plus difficile à gagner. Ça c'est vraiment le plus gros ajout. Autre ajout que je trouve très cool, c'est qu'on avait dans une autre extension, je crois que c'est Belfair, on avait des asymétries en fonction des peuples que vous preniez. Okay. Là ça en rajoute d'autres, donc si vous n'avez pas Belfair ça marche aussi, mais si vous avez Belfair, en plus de Mistwood, vous allez rajouter du coup de l'asymétrie en fonction des pouvoirs. Autre particularité, c'est qu'ils rajoutent maintenant des fermes avec des pouvoirs spécifiques en fonction des saisons. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre des fermes avec une saison plutôt hiver, ou plutôt automne, ou plutôt printemps. Et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes effets. Donc vous virez les fermes et vous mettez les autres. Et du coup, ça change un petit peu, ça donne un peu plus d'asymétrie dans les cartes. En plus des cartes que vous rajoutez, donc des fermes, vous avez maintenant des personnages qu'on appelle de légendes. Et en fait, les légendes sont un peu spécifiques parce que c'est plus juste des bardes, c'est pas juste des souris, des fermiers, comment on appelle ça, des marchands. C'est vraiment des personnages propres qui ont un nom spécifique, qui se joueront de manière très spéciale, mais qui ont un pouvoir beaucoup plus conséquent. Personnage légendaire. Voilà, il y a vraiment un côté beaucoup plus jeu de rôle en fait. Il y a vraiment un personnage avec un nom propre. C'est vraiment une légende, comme son nom l'indique. C'est vraiment un héros. C'est quelqu'un qui a un passé un peu glorieux. Et du coup, maintenant, c'est des personnages qui seront intéressants à jouer, plus ou moins intéressants. Ça va dépendre de ce que vous allez en tirer. Comme toujours. Mais ils sont très intéressants de manière générale. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Mistwood. C'est vraiment un très bel ajout, notamment pour les joueurs solo et pour rajouter un automa à 1 ou 2 joueurs. Et on enchaîne. Et on continue les nouveautés avec Arceos Society de Paolo Mori, qui est une réédition, retravail de l'ancien jeu qui s'appelait Ethnos, qui était chez Common, je crois, de mémoire, maintenant qui est passé chez Space Cowboys, de Paolo Mori, du coup. On va avoir ici donc Arceos Society, une thématique plutôt, alors on quitte la thématique d'Ethnos qui était assez Heroic Fantasy, là on est plutôt sur une thématique un peu Indiana Jones explorateur. On va essayer de lancer des expéditions qui sont représentées par des cartes et qui vont être marquées en termes d'avancée sur des différentes pistes. Alors dans la mise en place, normalement vous avez 6 pistes, bon il y en a plein, je peux vous les montrer là par exemple, mais là par manque de place, du coup je vous en montre que 3 pour l'explication, ça devrait aller. Et il n'y a pas que celle-ci, hein. Normalement il faut en mettre 6, mais il y en a encore plein d'autres. Hop. Et elles sont double face. Et elles sont double face. Et les faces ne sont pas les mêmes, évidemment. Et bien sûr. Là, vous verrez, en termes de rejouabilité, on est très proche de l'infini. Et pourtant, la mécanique est aussi simple, je pense, qu'un aventurier du rail. On va avoir plutôt une réflexion proche d'un Seven Wonders, avec des combos, avec des contraintes de cartes. Mais vous verrez, ça vous ferait une idée. Comment ça fonctionne, Arceos Society? C'est un jeu dans lequel on va essayer de marquer des points en progressant sur différentes pistes. Donc c'est indiqué en blanc ici. Tout ce qui est point blanc, c'est des points de fin de partie, enfin du moins de fin de saison. Et on va également avoir des points avec les différentes expéditions qu'on aura menées représentées sous forme de cartes. Plus vous aurez de cartes dans une expédition, plus ça vous permettra de marquer des points en fin de saison. Une saison, en fait, je vais appeler ça une manche, en fait. Et à 2 à 3 joueurs, vous allez faire 2 saisons, donc 2 manches. Alors qu'à plus de joueurs, vous allez faire 3 manches. À chaque manche, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va enchaîner les tours des joueurs. Et votre tour, il est ultra simple parce qu'en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est soit piocher, soit jouer. Piocher, qu'est-ce que c'est? Ici, vous aurez, lors de la mise en place, en fait, un paquet de cartes. Et on aura placé au centre de la table, ou du moins dans une rivière de cartes, un nombre de cartes ici qui est égal au nombre de joueurs plus 2. Donc là, mettons, on serait 4. Bon, là, la mise en place indique plutôt qu'on serait 3. Donc du coup, à 3 joueurs, on a 5 cartes, puisque 3 joueurs plus 2.
Donc ça, c'est la rivière de cartes. Et quand vous piochez, soit vous piochez la carte du dessus, comme les aventuriers du rail, soit vous prenez une carte qui est visible et vous la mettez dans votre main, tout simplement. Lorsque, donc du coup, soit vous piochez, soit vous jouez. Quand vous jouez, bah en fait, vous allez récupérer des cartes que vous avez en main, vous allez choisir des cartes que vous avez en main, et vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle une expédition. Alors une expédition est composée d'au moins une carte, elle peut monter jusqu'à autant que vous voulez, si ce n'est qu'il y a des contraintes de placement pour faire une expédition. Il vous faut toujours un chef d'expédition, je vous expliquerai après quoi ça sert, et surtout il faut respecter la règle suivante, c'est que soit vous jouez des cartes, comme ici, de même couleur, mais du coup, bah, ces tous sont toutes de même couleur, vous pouvez jouer par exemple deux symboles identiques, mais il faut que les cartes soient de même couleur obligatoirement, ou alors vous jouez des cartes de couleurs différentes, mais dans ce cas-là, les symboles devront être identiques. Elles peuvent être de la même couleur quand même, c'est pas grave, mais elles peuvent même être symbole. Exactement. Là, si je jouais par exemple à un deuxième guide rose, j'avais le droit. C'est soit tout du même symbole, et dans ce cas-là, ça marche, soit vous faites tout de la même couleur, c'est tout. Lorsque vous avez fait votre expédition, du coup, vous regardez quelle est la carte qui est le plus au-dessus. Et donc, du coup, bah, ça, c'est votre chef d'expédition. Le chef d'expédition, il va vous permettre deux choses. Déjà, de progresser dans sa couleur sur la piste présente dans la même couleur. Donc là, par exemple, on a une piste rose. Moi, mon chef d'expédition ici, il est rose. Eh bien, je vais avancer sur la piste rose. Alors attention, pour l'avancer, il faut respecter la contrainte qui est indiquée en dessous. Ici, on vous demande d'avoir une expédition d'au moins 3 cartes avec un chef d'expédition rose. C'est le cas de ce que je viens de jouer, donc je peux avancer. Si j'avais joué 2 cartes, ben, je ne pouvais pas en fait. Donc j'avais même pas le droit de jouer, parce que du coup, il faut que je remplisse la condition d'une expédition pour pouvoir avancer. On peut faire plus, j'aurais pu jouer 4, 5 cartes. Évidemment, c'est pas un minimum. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aurais pu jouer 4, 5, 6 cartes et avancer. Tant que j'ai la valeur indiquée ou plus, ça marche. L'autre possibilité, donc l'autre effet qui va s'enclencher, c'est que chaque spécialiste, on va dire, a un pouvoir qui lui est propre. Et c'est que le pouvoir du chef d'expédition qui s'applique. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que le guide, lui, son pouvoir, c'est qu'il va réduire de 1, en fait, la demande sur la piste. Donc, par exemple, si j'avais joué ça et que j'étais ici, donc là, je suis joueur blanc, j'ai changé de pion, c'est pas grave, mais on va dire que le joueur blanc, voilà, il joue ce que j'ai joué ici, et bien comme le guide réduit de 1 la condition, ben, j'ai joué 3 cartes, c'est 4, moins 1, ça fait 3, donc j'ai le droit de passer ici. Et ça, c'est très chouette, parce que du coup, on va créer comme ça des petits pouvoirs, on va créer de l'optimisation dans notre main. Attention, on est limité à 10 cartes en main. Donc ça, des fois, on va piocher, puis au bout d'un moment, on se dit, mince, du coup, je suis limité. En sachant que quand j'ai joué une expédition, s'il me restait des cartes en main que je n'avais pas utilisées, ben malheureusement, celles-ci, vous les défaussez et vous les mettez dans la rivière, donc dans la défausse commune. C'est comme ça qu'on réalimente la rivière. Exactement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si jamais on se sert tous dans la rivière et qu'à un moment, la rivière est vide, lorsque vous décidez de piocher une carte ici, en fait, vous en piochez 2. Ça, c'est plutôt cool. Ça va pas mal meuler, comme on dit, la pioche, ça va pas mal dynamise le jeu. Exactement. Et en plus de ça, dans la pioche, donc dans la moitié de la pioche lors de la mise en place, on a mélangé ce qu'on appelle des cartes singes. Il y en a 3. Et c'est vraiment, elles sont mélangées dans le second tas, en fait, dans la toute partie basse de la pioche. Vous les mélangez dans ce second tas. Et donc à partir du moment où vous piochez une carte singe, bah, le premier on s'en fiche, vous le piochez, mais vous en piochez une autre évidemment, vous piochez une autre carte pour compléter votre main. Lorsque la deuxième carte est révélée, on s'en fiche aussi, mais quand la troisième carte est révélée par un joueur, ça met fin instantanément à la saison, donc à la manche, hein, comme je disais. Et c'est là qu'on va compter les points. Les points, c'est quoi? Bah, en fait, c'est la progression finale sur votre piste. Donc vous regardez, vous dites, bah voilà, le joueur blanc, là, sur sa piste, il gagne 2 points. Le joueur gris, ici, il gagne 1 point. Là, lui, il n'a pas avancé, donc 0. Ici, je gagne 5 points. Ici, il gagne 3 points. Ici, il gagne 0, etc. Vous cumulez vos points sur cette petite piste. Et en plus de ça, chaque joueur va comptabiliser des points en fonction des différentes expéditions qu'il a réalisées durant la partie. Donc si j'ai fait des expéditions de 2, ça me fait 1 point, une expédition de 3 cartes, 3 points, une expédition de 4 points, ça avec une belle exponentielle évidemment. Voilà, donc plus je fais de grosses expéditions, plus du coup je vais avoir 2 points. Donc une fois qu'on a comptabilisé ces points-là, on relance une saison, sauf si c'était la dernière, et quand on relance une saison, bah, on réinitialise le paquet, mais on ne va pas réinitialiser les pistes. Notre avancée continue. Donc vous verrez bien qu'à la deuxième saison, on va gagner encore beaucoup plus de points. Donc comme on vous le disait, le jeu est extrêmement simple à prendre en main, mais il y a des petits pouvoirs. Alors là, je vous indique vite fait les pouvoirs. On a vu que le guide, c'est de réduire de 1 la condition. On avait vu que, alors, le botaniste, très cool. Le botaniste, vous allez, lorsque vous créez une expédition, vous allez récupérer ce marqueur-là qui vous fait immédiatement 2 points, et il vous fera 2 points également en fin de partie. Le truc, c'est que si on veut le récupérer, il faut que, quand vous faites une expédition avec, en leader, j'allais dire, en chef d'expédition, un botaniste, il va falloir, pour le récupérer, faire une expédition de même quantité de cartes ou supérieure pour pouvoir prétendre récupérer le botaniste. Et du coup, quand vous le récupérez, vous marquez 2 points, et si vous le gagnez, vous le gardez en fin de saison, vous gagnez également 2 points. Donc ça, c'est un petit truc qu'on se fait balader. On va avoir notamment le médecin qui est très cool. Lui, quand vous faites une expédition avec le médecin, en fonction de la taille de l'expédition, vous avez le droit de garder autant de cartes que la taille de l'expédition. C'est hyper fort quand c'est bien joué. C'est super fort, effectivement.
Vous avez notamment le pilote qui lui vous permet de progresser sur n'importe quelle piste. Il faut toujours évidemment remplir la contrainte de la piste. Mais Joker de couleur. C'est un joker sur la piste, c'est plutôt cool. Vous avez l'étudiant. Alors l'étudiant lui c'est pas un super pouvoir, mais il y en a beaucoup des étudiants, il y en a plus que les autres rôles. Et en fait lui il vous permet d'agrandir un peu votre série. Mais si votre étudiant c'est le leader, bah lui il vous fait pas avancer. C'est un étudiant, il n'est pas là pour diriger votre groupe. Il est là plutôt pour compléter en fait. C'est un peu une sorte de joker un peu, il n'est pas très utile, il a la restriction, mais il vous permet quand même de faire des grosses expéditions. Merci. Chose que j'ai pas dit aussi, c'est que lors de la mise en place, les lieux sont recto verso, il y en a plein d'autres. Certains lieux en verso vont avoir des pouvoirs en plus, ça peut être avantageux comme plutôt contraignant. On a vu un où on déplace 2 véhicules, mais on ne gagne que les points du véhicule le plus bas. Exact. Très complexe à gérer. Mais en plus de ça, là je vous ai montré que des personnages qu'on a pris, parce qu'en fait en général on prend que 6 sets de personnages, mais il y a plein d'autres sets dans la boîte. Il y en a au moins, je sais pas, moi il doit y en avoir au moins une dizaine, et donc en fait à chaque fois vous en prenez 6, ça vous donne des combinaisons complètement différentes. Bah, ça me laisse rêveur. Il y a une rejouabilité vraiment très proche de l'infini, on a en plus de ça les pouvoirs de lieu, et une mécanique relativement simple, piocher ou jouer, c'est tout. Après ce sera à vous de faire votre micmac après durant la partie, et essayer d'enchaîner bien les points, votre progression de pistes, est-ce que vous maximisez les pistes en délaissant un petit peu les combinaisons, ou est-ce qu'au contraire vous allez plutôt favoriser les expéditions pour délaisser un petit peu l'avancée sur les pistes? C'est à vous de voir. Moi franchement Archeo Society je l'avais vu à Cannes, déjà ça m'emballait vachement sur le thème et la mécanique très fluide, et au final je suis pas déçu. Souvent on parle de promesses dans les jeux, bah, je trouve qu'il remplit totalement le cahier des charges en fait, ce que j'attendais un petit peu d'Archeo Society, c'est-à-dire familial, avec une thématique un peu sérieuse, mais qui se prend en main et qui en plus peut intéresser des joueurs un peu plus experts, notamment une nouvelle proposition pour Seven Wonders, Aventurier du Rail, des trucs un peu plus riches, mais tout en restant simple. Voilà pour Archeo Society, et je pense que c'est Alice qui va prendre la main. Oui, je sais, vous le voyez. Tu es arrivé tel un lézard, tel un serpent. Vous le voyez en fond depuis tout à l'heure, je le sais. Il y a plein d'entre vous qui disent « Ah, Darwin !» Nous Me les voici. Oui, nous les premiers. D'ailleurs, on le répète, on le dit, cette semaine est pépite. Ah mais c'est clair. Pépite. Alors, on est toujours très enthousiasmé, bon, plus ou moins, par des jeux chaque semaine. Mais là, même nous, on est submergés par tout ce qui est trop bien. Ah ouais, mais là on vient de se faire Passe-Passe, Brigand, Archeo Society. Là on va vous présenter Darwin. Vraiment, c'est Noël. C'est, voilà, bon, bref. Passons maintenant à Sur les traces de Darwin, dont vous avez fait un magnifique focus. Antoine, tu avais été la Samantha de Logan, qui est notre commercial de Gigamic, qui est le distributeur de Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin est édité par Sorry We Are French, un studio qui adore faire des éditions comme ça, vraiment parfaites, comme Gozwix par exemple, Demeter, Iki, des choses comme ça. C'est dessiné par Maud Briand et David Sidbon peut-être. Il faut le noter parce que c'est magnifique, c'est un des points positifs aussi, un des très nombreux points positifs du jeu. Et c'est auteur Grard et Monsieur Verdier. Voilà, maintenant nous avons crédité tous les grands cerveaux et personnes qui sont à l'origine de ce petit bijou. On va y aller, je pousse un peu Archéos, voilà, hein, laisse la place. Donc, nous sommes des naturalistes et autres scientifiques qui allons aider le grand Darwin à finaliser l'écrit de son texte, l'évolution, l'origine des espèces. Et du coup, il va nous envoyer de par le monde pour observer un peu les animaux qu'il n'a pas eu le temps d'observer, parce que le monde c'est quand même un petit peu vaste. Il paraît. Voilà. Et donc on va tous se démener pour être celui qui va lui rapporter le plus d'infos possible pour prendre sa suite, sa succession. Voilà. Donc c'est du compétitif. On a juste à peu près tous le même but, hein, d'observer des animaux dans le monde. Mais voilà, c'est celui qui aura le plus de points de victoire possible à la fin qui gagnera. Ça va se passer en un certain nombre de manches qui en gros est défini par le nombre de tuiles qu'on aura mis en jeu en fonction du nombre de joueurs. Dès que la pioche est vide, fin de partie. Voilà, ça c'est très simple. On va chacun avoir un petit plateau personnel. Alors j'ai pas sorti tout le matos, mais dites-vous que les plateaux perso, voilà, magnifique vue, c'est sous forme de petits livrets comme ça. Non, moi je vous ai dit. Hein, c'est trop beau et il se plie du coup. Et il se plie, voilà. Dans la boîte. Je vous ai dit, hein, l'édition de Sorry We Are French.
Au top. Donc chacun a son petit livret qui va être vide en début de partie et on va avoir le plateau central qui est en fait la carte du monde ou le Beagle qui est le bateau qui a effectivement abrité l'expédition de Monsieur Darwin va se balader autour et qui va être en gros votre marqueur de tour et votre contrainte de prise de tuiles. Parce que c'est ça principalement, c'est de la prise de tuiles, de l'agencement et de la réalisation d'objectifs. Environ. Il y a plein de petites mécaniques aussi qui vont vous permettre de scorer des points de victoire. Il faut savoir que tout est très bien équilibré, donc toutes les stratégies se valent. À votre tour, c'est très simple, vous allez prendre une tuile dans la ligne ou colonne qui est en face du Beagle. Là par exemple, le Beagle est dans ce sens-là, ce sera dans la colonne en face de lui. Donc soit je récupère le ver géant de Gippsland, soit le pan bleu, soit carrément Charles Darwin. Ça, les animaux géants sont en Australie. Voilà. Toujours en Australie. Soit Charles Darwin lui-même. Bon, moi je veux commencer à faire des collections. Donc je vais prendre le pan. Bon, moi souvent je joue parce que les animaux sont jolis, mais je prends le pan et je vais le mettre sur mon plateau personnel dans la ligne et colonne qui correspondent. Donc c'est un oiseau, une catégorie oiseau du continent rouge qui est l'Asie. Oui, c'est l'Asie, le continent rouge. Donc je le mets sur cet emplacement-là. Je vais avancer le Beagle d'autant de lignes, vous voyez il y a les flèches qui le disent, que l'éloignement de la tuile que j'ai prise par rapport au Beagle. Donc comme vous voyez, les lignes et les colonnes sont composées que de 4 petits carrés. Donc là j'ai pris la deuxième tuile. 3. Oui, j'ai dit 3. Non, j'ai dit 4 ? Oui. Je ne sais pas compter, mais c'est 3. Donc c'est 1 à 3 déplacements maximum, puisque là j'ai pris la deuxième tuile, donc mon Beagle c'est très bon, va avancer de 2. Donc maintenant, le prochain joueur pourra se servir dans cette ligne-là. Donc, déjà, vous avez des dilemmes sur ce que vous allez prendre parce que ça vous intéresse ou pas, à mettre dans votre petite grille, mais aussi de où vous allez envoyer le prochain joueur. Donc, il faut toujours aussi un peu regarder ce que les autres font pour essayer un peu de les coincer. On va continuer comme ça, on va à chaque fois re-remplir le petit trou qu'on a créé et il va se passer des choses. Tout est parfaitement expliqué sur tous les plateaux. C'est hyper bien fait. L'icono est parfaite. Par exemple, il y a marqué ici que quand vous recouvrez une de vos tuiles par une nouvelle, donc voilà, que par exemple je récupère un oiseau rouge, j'avais déjà le pan, c'est possible, hop, vous le mettez par-dessus. Eh bien, j'ai le droit d'accéder à, je crois que c'est un article, écrire un article, donc vous allez prendre un des 3 ici, ou un des pioches face cachée. C'est en gros des objectifs qui vont vous permettre de faire des points de victoire sous certaines contraintes. Par exemple, là, j'aurai un point de victoire par petit oiseau que j'aurai observé. Pas mal. Là, j'aurai un point de victoire par tuile présente dans ce carré exactement en haut à droite. Ok. Des choses comme ça. Donc ça peut soit orienter ma stratégie, soit bonifier celle que j'avais déjà mis en place. Vous avez aussi la possibilité de remplir une ligne ou une colonne. Donc par exemple là, j'ai observé tous les reptiles, c'est des reptiles, Ce sont des reptiles du monde. Mais j'aurais pu aussi observer toute la faune de l'Australie. Tout à fait. Non, ça marche pas du tout. Voilà. Hop, quand je complète, eh bien j'ai le droit, c'est marqué tout là-haut, de faire une étude. Donc je récupère un petit jeton de livre comme ça qui vaut 5 points en fin de partie et je le mets sur mon plateau. C'est marqué partout sur le plateau. Vous pouvez également récupérer des petits guides comme ceci qui eux vont vous permettre de, quand vous les dépensez, faire avancer ou faire reculer le Beagle comme ça vous arrange par exemple, parce que bon la ligne où on vous a mis, il n'y a pas grand chose qui vous intéresse, ou refaire carrément la ligne colonne qui est en face de votre Beagle et refaire un peu le marché. Voilà. Quand vous posez aussi vos petits animaux sur votre plateau, ils ont des bonus, certains. Donc il y en a, c'est des points de victoire en fin de partie. Mais il y en a qui ont des boussoles. Les boussoles, vous les récupérez et vous les mettez sur votre petit plateau. Et il y a marqué que vous avez autant de points que de boussoles fois le nombre de petits parchemins sur certains de vos animaux. Donc déjà, vous avez ça aussi. Vous allez dire, ok, j'ai récupéré des boussoles. Mais si je récupère juste des boussoles sans parasol, sans parchemin, ça va servir à rien. Donc c'est à peu près tout ce que vous allez avoir. Vous allez aussi avoir des gens qui vont vous inspirer. Et c'est comme ça principalement que vous allez avoir les petits guides là. Vous voyez les petits guides. Lui il vous apporte un guide et un parchemin pour le scoring de fin.
Et vous allez aussi vous disputer Monsieur Darwin quand vous jouez un animal iconique qui a cette petite couronne. Vous récupérez Darwin, si en fin de partie vous l'avez, et ben il vous donne 2 points de victoire parce que c'est stylé, vous avez les faveurs de Darwin quand même. Et ça, pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'en vanter. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Résumé de ce jeu magnifique, un tour est très rapide, vous prenez dans la ligne une colonne en face du bateau, vous mettez là où ça doit aller sur votre plateau, et après soit vous récupérez un objectif, soit vous prenez un petit point de victoire, ou alors il se passe rien, mais ça avance pour le prochain joueur qui va faire aussi son tour, etc. etc. Voilà, très accessible, très accessible, puisqu'un tour est aussi rapide et simple que ça. Complètement. Et d'une rejouabilité, mais c'est très opportuniste aussi, parce qu'en fonction de ce qu'on vous refile, en fonction de ce qu'on vous refile, vous faites ce que vous pouvez avec vos points. Ok, on m'a refilé plein de reptiles, ah ça tombe bien, il y a un objectif reptile là-bas, je vais essayer de le récupérer, comme ça au moins ce sera rentable, etc. etc. Je pense que j'ai tout dit sur les traces de Darwin. On va enchaîner avec un autre jeu, très accessible aussi. Oh, tu l'avais bien caché. T'as vu ? Voilà. Venturesome chez Matago de 2 à 5 joueurs. D'ailleurs, j'ai oublié, attendons, hop. Alors, en bobinage, Darwin, quand même, faut savoir, c'est 30 minutes de jeu. Comme quoi, je vous ai dit, c'est très rapide. À partir de 8 ans, jeu familial, ça corrobore mes dires. Et de 2 à 5 joueurs. C'est cool, 5 joueurs, c'est pas tous les jeux. Ouais. Ok, c'est bon, on réavance dans le temps. Venturesome de Matago, à partir de 10 ans, de 2 à 5 joueurs. 30 minutes de jeu, c'est par Michael Rienek. Je ne saurais pas comment dire. Venturesome, le but est de faire le plus de points de victoire possible, qui vont se faire principalement en récupérant des cartes avec des petits joyaux dessus, mais aussi en faisant des collections de mêmes symboles que vous aurez aussi sur certains de vos explorateurs. Un peu à la Archaeos Society, en tout cas niveau thème. Voilà, vous êtes des explorateurs et vous allez faire face à des périls. Oh, vous allez avoir des cartes en main au hasard. Dedans, vous allez retrouver des explorateurs qui ont une couleur. Et chaque couleur, c'est un type d'explorateur avec son pouvoir. Mais après, chacun va avoir un gain différent. Il y en a qui vont apporter des gemmes, d'autres qui vont apporter justement des symboles pour faire vos petites collections là, de fin de partie. Et à votre tour, vous jouez une carte devant vous. Vous allez créer une petite ligne devant vous. Donc première carte, vous faites ce que vous voulez. Chacun joue une carte. Après, quand c'est à votre tour, vous jouez une nouvelle carte. Vous avez une contrainte dans votre poste de carte, c'est que vous ne pouvez pas jouer une couleur qui est déjà présente dans votre ligne. Voilà. Si vous avez 2 violets dans votre main, vous pourrez en poser qu'une des 2. Mais aussi, quand vous jouez une carte, vous allez activer son pouvoir. Comme je vous ai dit, les explorateurs, ils ont des pouvoirs. Il y en a qui, par exemple, vous permettent d'aller piocher une carte dans la pioche et l'échanger avec une de votre main. Ou échanger une de vos cartes de votre ligne avec celle d'un adversaire. Ou échanger vos mains. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc vous avez quand même vachement d'interaction avec les adversaires. Une fois que vous avez posé posé toutes vos cartes, soit que vous ne pouvez plus jouer, tout simplement, parce que voilà, vous avez cette contrainte de couleur, et vous allez faire face au péril. Vous avez autant de périls que de joueurs au milieu de la table, et chacun des périls va demander un sacrifice de symboles ou de choses comme ça. Par exemple, il y en a un qui vous dit, si vous voulez me récupérer, vous enlevez de votre ligne tous les gars qui ont des parchemins dessinés dessus, par exemple. Et moi, je regarde dans ma ligne, j'ai 3 persos sur 6 qui ont un parchemin. Le but, c'est qu'il me reste le plus d'aventuriers possible, parce qu'en gros, si je les perds, c'est qu'ils sont morts. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc du coup, je vais me dire, bon, ce péril, il est pas très rentable. Ah, par contre, il y en a un autre, il dit, vous enlevez ceux qui ont des joyaux. J'en ai qu'un qui a des joyaux sur sa carte. C'est bien. Donc du coup, je vais prendre ce péril-là. Il est plus choisissable par les autres, là. Je le prends, et tous les persos qui ont survécu à ce péril, ça va être mes points. Je les mets de côté pour cette manche. Et on fait tout ça jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré un péril. Si vous ne pouvez pas récupérer de péril, vous perdez tous vos gars. Ils sont tous morts, c'est pas loin. Et on refait. On fait, je crois, 3 manches. Mais je n'en jurerai pas. Okay. Et à la fin, on va additionner nos collections de mêmes symboles et les petites gemmes. Donc voilà, c'était Venturesome. Assez accessible, très rapide. Vous jouez une carte, vous faites le pouvoir. Et on fait ça. Et après, on voit si on survit au péril. Voilà. On passe à la suite ?
Salut à tous. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez fait le plus gros de la vidéo, c'est-à-dire qu'il y avait les gros jeux. Maintenant, on va continuer avec le JDR juste après, puis les petits jeux d'ambiance. Et on va commencer donc avec un jeu d'ambiance qui se nomme Tell Me More. C'est un jeu d'ambiance dans lequel on va raconter des histoires. C'est un jeu d'Alain Rivollet et Valérie Fourcade pour 3 à 8 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties de plus ou moins 10 minutes. Comment on va jouer? Que va-t-on faire? Eh bien, je vais vous utiliser, vous mes compères, pour faire une petite explication. On va raconter des histoires. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner pour raconter ces histoires? Eh bien, on va tout d'abord tirer une carte. Il va y avoir un bout d'histoire, une thématique, une amorce en fait. Par exemple, la pire journée dans une boutique de jeux de société. Ok, il va y avoir des mots-clés. Des mots-clés comme par exemple personnage, événement, accident. Donc déjà on commence à cibler un peu ce qu'on va raconter. On va lancer un timer de 2 minutes, alors on va pas le faire là maintenant, d'accord, on n'a pas forcément le temps, et on va pouvoir tous raconter des éléments d'histoire, ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Donc on lance un timer de 2 minutes et c'est parti. Alors selon vous, que se serait-il passé dans la pire journée pour une boutique de jeux de société? Je pense que par rapport à accident, Alice serait montée sur l'escabeau pour changer un puzzle et malheureusement elle serait tombée et se serait foulée la cheville. D'accord, ok. Par exemple, le matin à l'ouverture, on est rentré et il y a des oiseaux qui sont rentrés. Durant la nuit, ils ont mis de la fiente sur tous les jeux. Ça arrive tout le temps, ça. Non, le soir, à la fermeture, il s'est mis à pleuvoir beaucoup et on a eu une inondation. Et il y avait des jeux qui flottaient comme ça. Ça, c'était histoire vraie, ça. On va mettre donc des petits éléments comme ça, d'histoire plus ou moins fantasque. En fait, on se fait plaisir. On est vraiment là pour raconter une histoire. Il faut se faire plaisir. Pourquoi? Parce que quand ça vous fait plaisir, quand ça vous fait rire, quand il va y avoir des émotions dans ce que vous allez raconter, vous allez vous en souvenir plus facilement. Et ça va être important. Puisqu'au bout de 2 minutes, on va retourner la carte et au dos, il va y avoir des questions. On va faire 1, 2, 3 et on va répondre à cette question tous ensemble et il va falloir qu'on dise la même chose et c'est comme ça qu'on fait des points. Donc par exemple, quel objet a provoqué un accident? 1, 2, 3, escabeau. Ouais, bon, c'est pareil. Oh, je sais plus ce qu'on avait dit. Escabeau, c'était escabeau. Alors je sais pas si échelle ça passe, c'est vous qui voyez. Moi j'ai besoin d'une échelle, je vous rappelle. Pour clore la journée, que s'est-il passé? 1, 2, 3, inondation. J'allais dire les oiseaux qui fiantent. Et non, c'était le matin, piège. Voilà. Et vous savez jouer à Tell Me More. Alors évidemment, ce n'est pas ce genre de thématique que vous allez croiser à l'intérieur. Quel dommage. Encore qu'il y a plein de choses, ça va vraiment vous faire vivre des aventures. Moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup le format parce que vous allez pouvoir l'emmener partout, petit format. C'est un jeu d'ambiance, on se marre et on raconte des histoires. Forcément, ça parlera aux gens qui aiment les jeux d'ambiance, qui aiment rigoler, aux gens qui aiment raconter des histoires. Oui. Juste à côté, on a Fucking Dilemme, un jeu de Corentin Lebras et Théo Rivière, à partir de 16 ans, parce que vous allez voir qu'il y a des thématiques qu'on ne peut pas mettre dans les oreilles de tout le monde, pour 2 à 10 joueurs et des parties, je sais pas, c'est marqué le temps de jeu, j'aurais dit plus ou moins un quart d'heure, mais 10-20 minutes, voilà. Parfois ça me fait rire parce que c'est un jeu auquel je joue avec mes potes du lycée, donc ça commence à faire quelques années maintenant, mais à chaque fois qu'on se voit c'est le jeu du tu préfères, mais avec un petit twist, vous allez voir. C'est un jeu où on va faire des dilemmes, on va se créer des dilemmes au hasard. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a un joueur qui va être le fucking player, il me semble que c'est comme ça que c'est marqué dans les règles. Cette personne va se voir tirer par son voisin de droite et de gauche 2 contreparties qui vont former un dilemme. Il y a une contrepartie plutôt positive, donc là on a un exemple de la boîte. Est-ce que tu peux choisir, tu choisis le temps qu'il fait, il y a toujours un mais, et la contrepartie négative, c'est dès que tu pètes, tu saignes du nez. Donc tu peux choisir le temps qu'il fait, mais dès que tu pètes, tu saignes du nez. On va en parler quand même un petit peu avant. On va dire ok, mais alors dès que je pète, je saigne du nez, mais si je fais un long P, est-ce que je saigne du nez longtemps? Je maîtrise la météo, mais à quel point est-ce que je peux choisir, par exemple, qu'il va pleuvoir dans ma chambre? Les autres vont dire non, ce serait pas très logique, le temps plutôt général, mais est-ce que je pourrais aller dans un autre pays où il y a de l'aridité pour faire pousser des cultures et devenir une sorte de héros local? Vous allez comme ça poser des questions, on va un peu cadrer ce dilemme. Puis ensuite, on va tous préparer notre pouce comme ceci. 1, 2, 3. Moi, le fucking player, j'ai choisi pouce en l'air, donc j'accepte le dilemme. Tous les joueurs qui ont fait comme moi vont marquer des points. Moi, je ne marque pas de points en tant que fucking player. S'il y a un joueur qui aurait choisi une autre solution, eh bien, ce joueur n'aurait pas marqué de points. On va être plusieurs fois le fucking dilemme, ça dépend le nombre de joueurs, et on va regarder qui a le plus de points à la fin. Évidemment, c'est pas le jeu, on est là pour la win. Encore que vous allez être bien content que vous allez arriver à trouver pareil que la personne autour de la table, soit parce que c'est votre pote et que du coup vous êtes content, vous avez réussi à matcher, vous avez pensé pareil, soit parce que vous avez discuté un petit peu avec cette personne que vous ne connaissiez pas avant de commencer la partie, vous avez réussi à la cibler, vous êtes mis d'accord. Ça va lancer des débats mais d'un débile. En soi, vraiment le jeu, c'est
c'est un humour bas du front, vous allez voir, il y a des cartes, c'est vraiment débile, mais je ne le dis pas de manière péjorative parce que c'est exactement ce que je veux trouver dans ce genre de jeu. Voilà donc pour Fucking Dylan. Juste à côté, enfin juste à côté, oui et non, hop là. On passe au rayon enfant, on y reviendra. On a reçu Happy Fox. Happy Fox, il me semble qu'il est déjà sorti depuis quelques semaines. Oui. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Manfred Rindel. C'est un jeu pour enfants à partir de 6 ans, enfants et grands enfants, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'1 quart d'heure. Ça va vraiment pas durer longtemps. C'est un jeu d'enflure un petit peu. On va s'attaquer, on va se bloquer, on va se contrer. C'est hyper simple. On a chacun un paquet de cartes. Et dans ces cartes, on va pouvoir trouver des oies, comme ceci. On va pouvoir trouver des renards et des chiens. On joue chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je peux jouer une carte face cachée si c'est une oie ou si c'est un chien. Donc admettons, j'ai une oie, je la mets face cachée. Les autres joueurs vont jouer aussi peut-être une carte face cachée, puis ça revient à moi, j'en joue une oie. Les autres aussi vont jouer des cartes face cachée. Puis admettons, là, j'ai envie d'attaquer les autres joueurs. Ça tombe bien, dans ma main. On a des cartes en main. J'ai un renard. Je vais pouvoir choisir d'utiliser mon renard pour attaquer les autres joueurs. Et je vais retourner des cartes, les unes après les autres. Je peux choisir de m'arrêter à tout moment. Tant que je retourne des oies, c'est bon. Pourquoi? Parce que, admettons, je retourne 1, 2, 3 oies, je dis hop là, je m'arrête là, je vais les empocher. Ça me fera des points. En fait, les cartes vous font gagner des points, tout simplement, une carte, un point. Que se passe-t-il si, par exemple, je vais retourner une carte et que c'est un chien? Eh bien, j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Non seulement je vais me faire voler ma carte de renard, oui. Donc j'offre un point à la personne à qui j'ai attaqué le chien, et toutes les cartes que j'aurais révélées jusqu'ici vont être encaissées par le propriétaire en tant que point brut. Oui. C'est hyper malin, parce que c'est le genre de jeu où on s'attaque, se défend avec des cartes, il y en a franchement plein, plus ou moins intéressants, avec plus ou moins de difficultés, de complexité dans les cartes. Là, vous avez 3 types de cartes différents. Il y a un vrai jeu de mémoire, de stop ou encore, enfin de mémoire, non pas spécialement, mais on va essayer d'estimer combien sont tombés de chiens, combien sont tombés de renards. C'est marrant parce que c'est vraiment malin. C'est vraiment la mécanique un peu de Skull. Ouais. Mais avec un côté un peu plus gain de points immédiat en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un peu du Mantis aussi. Ouais. Enfin, c'est dans cette vibe, à part que c'est jouable à partir de 6 ans. Et c'est franchement le genre de jeu où vous allez pouvoir jouer avec des enfants à partir de 6 ans quand ils vont au lit. Moi, à l'apéro, je le sors, ça, mais sans problème. Voilà donc le petit Happy Fox chez Piatnik de Wolfgang Kramer et Manfred Rindel. Je vous retrouve pour le JDR. C'est donc l'heure de l'actu JDR. Alors, actu JDR qui va aller très très vite, vous allez voir, puisque j'ai un bouquin de JDR à vous montrer finalement. C'est celui-ci. C'est l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle de Joel Sparks. Ça aussi, c'est sorti depuis un certain temps. À part que, on était un peu passé à côté. On s'est dit, mais attends, mais là-dedans, il y a un petit peu d'appel de Cthulhu. Il y a des chats, donc il y a un peu de Casse la Mascarade finalement. C'est un jeu de rôle avec des règles assez narratives, assez light. On est vraiment là pour raconter une histoire avant de faire des calculs mathématiques. On s'est dit, mais il faut qu'on fronce, il faut qu'on propose ce truc. En gros, les chats sont là pour sauver l'univers, parce qu'ils trouvent ok, tous les autres animaux du monde, y compris les humains, ils sont un peu débiles. Ils mériteraient presque pas qu'on les sauve, sauf les humains, parce qu'ils donnent des croquettes assez fréquemment, et rien que pour ça, ça vaut le coup de sauver le monde. Donc on va sauver le monde des sortes de dieux animaux anciens à la Lovecraft, et c'est parti pour des aventures, donc comme je vous l'ai dit, plutôt narratif. J'ai juste envie d'y jouer, parce que le chat, c'est la formule qui marche bien. On vous les a montrés dans ce magnifique sketch d'intro qui me tarde de voir, parce que là, à l'heure qu'il est, on l'a pas monté encore, mais on s'est éclaté à le tourner. Ce sont les sacs de transport. Sacs de transport pour tout. Sacs de transport tout d'abord pour jeu de rôle. Ici, vous allez pouvoir mettre vos dés à l'intérieur. Donc, comment est-ce que ça se présente? En fait, c'est ce petit hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Je crois que c'est un hexagone. Hop là, comme ceci. Ça se transporte comme ceci. Vous pouvez l'accrocher à votre, tout ce que vous voulez, ceinture, votre autre sac, etc. Hop. À l'intérieur, vos dés sont sécurisés, donc normalement vous les mettez bien dans le petit filet, mais là je ne l'ai pas fait. Vous allez pouvoir ouvrir le petit filet pour aller récupérer les dés. Ça fait piste de dés, et donc là je les ai pas détachés, mais en fait ça se détache les deux, ce qui fait que ça va pas prendre beaucoup de place sur la table. C'est hyper bien foutu, je suis trop content. Hop là, on a à côté ici des sacs pour figurines. Donc là on a celui-ci qui est fermé, on en a un qui est ouvert. En fait vous allez le pencher, donc à l'intérieur vos figurines elles sont debout, elles sont sur leur socle, qui est la position finalement dans laquelle elles craignent le moins, donc ça c'est malin. Et ensuite on va pencher, on va ouvrir, et ça va rendre ceci. Et donc là à l'intérieur on va trouver les fameuses mousses de taille standard en fait, dans lesquelles on va venir enchasser nos figurines. Et dedans il y a des mousses aussi pré-taillées. Enfin, à tailler. Oui, c'est ça, à tailler qui sont pré-taillées. Découper pour si vous avez des chevaux, des chars, que sais-je. Plutôt cool avec des poches sur les côtés, donc on va pouvoir trimballer notre petit livret de règles, nos petites réglettes, etc. Quand on part en après ou en soirée wargame, et Dieu sait que c'est des fois une galère quand on n'a pas le matériel nécessaire pour transporter nos figurines quand même. Et on va terminer
avec le plus magnifique, celui que tu portais si bien dans cette intro, Alex, le sac pour jeu de plateau, tout simplement. Il est colossal, on se rend pas compte, alors je vais pas l'ouvrir là, toi qui souffles facilement, hein, mais bon on va pas rentrer non plus dans les détails de la démo. Vous savez quoi, vous pouvez passer à la boutique, on vous montrera avec plaisir tout un tas de petites pochettes pour mettre des petits jeux, des gros jeux, pour préparer tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur il y a vraiment énormément de place et surtout c'est particulièrement costaud, On en a toujours plus ou moins proposé à la boutique des sacs de jeux ces derniers temps, on en avait un peu moins. Et donc on a testé ça. Donc eh bien, si jamais vous l'achetez, surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que moi derrière, si j'ai un feu vert de mes clients, eh ben, je vais faire en sorte que ça va être un petit peu le standard de ce qu'on va proposer. Voilà donc, on repasse de l'autre côté. On continue les nouveautés, on est sur la fin, il y a encore 2 jeux et après il y a un derrière le comptoir, donc il y a pas mal de choses pour vous présenter bien évidemment. J'ai un peu honte de présenter ça en vrai, parce qu'on n'est pas du genre à vous faire une panoplie de Uno, même si je trouve que celui-ci en fait c'est le Uno, mais c'est un peu méchant, mais je trouve avec de l'intérêt. Honnêtement, je trouve que le Uno il manque de quelque chose. Alors il y a toute la famille que vous connaissez, hein, Uno, DOS, Uno Flip, Uno Wild. J'ai vu Uno Flex, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'ils vont me mettre? Ouais, j'étais à côté de toi, j'ai vu la réaction, effectivement. J'en pouvais plus. J'ai dit, ah bah super. En fait, la différence, c'est que la boîte, elle est verte. Super. En fait, non. Et du coup, j'ai regardé une règle, parce que avant de juger comme un débile, enfin si, on juge toujours comme un débile avant et après, on dit, ah en fait, je me suis trompé. Et en fait, je me suis trompé parce que je trouve le concept vraiment très très cool. En fait, dans Uno Flex, du coup, pardon, on va avoir des cartes déjà, première chose, qui ont double couleur. Donc en fait maintenant il y a une carte ici qui a sa couleur de base qui est rouge et la couleur flex en fait c'est bleu. Donc en fait celle-ci je peux la jouer à la fois sur un rouge mais à la fois sur un bleu. Si je joue le côté flex, le problème c'est que devant moi, donc tous les joueurs vont avoir ça devant eux, on a une carte qui est flex, donc du coup c'est une carte verte et que quand je la flippe du coup elle devient rouge. Et du coup ce faisant quand je joue le pouvoir flex on va dire de ma carte, je retourne ma carte flex, donc vert, et devient rouge. Maintenant, je ne peux plus activer les effets flex de mes cartes, puisque ma carte indique que c'est rouge, je n'ai plus le droit. Ce qui est dommage, puisqu'en fait, vous avez maintenant des cartes, donc les cartes un peu spéciales qu'on aime bien, du Uno, du plus 4, du change de sens, de passe ton tour. En haut à gauche, elles ont un effet spécial, l'effet flex, qui est comme celui de base, mais en mieux. Genre par exemple, là, vous faites changer de sens, mais tout le monde va passer son tour, en plus de changer de sens. Ok. Mais pour le faire, il faut que je puisse tourner ma carte. Ok. Si je peux pas, je peux pas. Le truc, c'est qu'on se dit, bah ok, mais si je peux le faire qu'une fois dans la partie, c'est naze. Oui, mais non. Parce qu'une fois que tout le monde aura tourné sa carte côté rouge, tout le monde retourne sa carte côté vert. Donc en fait, on est toujours enclin à vouloir utiliser le pouvoir flex, mais si tout le monde le fait, bah, au bout d'un moment, tout le monde va pouvoir le refaire. Il y a des cartes en plus qui permettent de forcer les joueurs à flipper leurs cartes. Donc des fois, je joue une carte, le pouvoir dit que tous les joueurs retournent leurs cartes. Donc tous ceux qui étaient en vert passent en rouge, tous ceux qui étaient en rouge passent en vert. Et donc du coup c'est hyper intéressant parce qu'on peut créer comme ça un peu des duos, des trios un peu malins. On peut essayer justement de retourner la situation où tout le monde est vert et moi je suis rouge. Je dis ok, tout le monde retourne sa carte, vous êtes tous rouges, je deviens vert. Du coup je peux de nouveau jouer des plus 4 qui vont avoir un effet beaucoup plus fort parce que je vais pouvoir utiliser mon pouvoir. Mais une fois que tout le monde aura utilisé son côté flex, tout le monde va pouvoir revenir à la normale. J'ai trouvé ça très cool parce que ne serait-ce que cette carte là en fait change totalement la dynamique, et le fait de pouvoir booster des cartes qui sont déjà reloues, vous les rendez 2 fois plus reloues, donc ça reprend un peu la mécanique du Uno Flip, sauf que dans le flip, en fait, on imposait à tout le monde de tourner ses cartes, et des fois, nous, on avait même côté flip, c'était pas forcément ouf par rapport aux autres. Là, on peut un peu contrôler la situation, et je trouve ça très cool. Du coup, on le propose à la boutique. Je suis content de voir ce genre de jeu, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une réflexion derrière, un travail, un ajout qui a été fait, effectivement, que je trouve assez malin. Quand tu as lu les règles, tu as fait waouh! T'avais l'air sûr de toi, tu étais sûr, un Uno, et je te suis à 100%. Je trouve que ça aurait pu avoir un autre nom, et ça m'aurait pas choqué. Je me suis dit, ah, mais j'aurais pas du tout pensé au Uno en fait. Tellement comme quoi, si vous avez une bonne idée de jeu de cartes, vous le proposez à Uno, ils vont faire le Uno Flux, par exemple. Et ça va être top. Voilà. Prochain, c'est Uno Twist. Il y aura un twist à l'intérieur, et ce sera pas la couleur de la boîte. Ici, on est du coup dans le rayon enfant. On vous a présenté déjà un jeu enfant, qui était, j'oublie toujours le nom d'ailleurs, Happy Fox, voilà, ça y est. On vous a présenté Happy Fox en jeu enfant, c'est ça. Ici maintenant on a un jeu de Xavier Violo qui s'appelle Chouilletu et qui est un jeu de chez les Space Co. Donc les Space Co c'est la gamme enfant des Space Cowboys. C'est un jeu à partir de 6 ans, c'est pour 2 à 4 joueurs et ça dure 20 minutes la partie, même moins en fait. Ça va dépendre de vos talents un petit peu de jardinier ou de lapin, ça dépend de quel groupe vous jouez. Parce qu'en fait c'est un jeu de 2 à 4. Si vous êtes 2, du coup vous aurez chacun un rôle, les jardiniers face aux lapins. Si vous êtes 3, vous répartissez l'un des rôles, puisqu'il y a 2 jardiniers, 2 lapins,
ce sera 1 contre 2 ou 2 contre 1, comme vous voulez. Et quand on joue à 4, on joue chacun un personnage. C'est un jeu qui va, en fait, dont le but, pour les lapins, pour l'instant ils sont cachés, il y a des jeux dans lapins. j'aime bien, je vous donne un petit côté malin. En fait, les lapins, eux, vont devoir manger des choux. Donc durant la partie, on va, en tant que lapin, essayer de manger des choux, il faut en manger 9 pour gagner la partie. Les jardiniers, eux, vont empêcher les lapins de les manger, et surtout, ils vont essayer de les capturer. Dès qu'on capture les 2 lapins, on a gagné la partie en tant que jardinier. Les jardiniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc en fait, un tour de jeu, c'est très simple. À la phase de nuit, les lapins vont se cacher. Donc à l'intérieur de la boîte, je ne sais pas si je les ai mises là, je vais vérifier, mais je ne suis pas certain. En fait, à l'intérieur de la boîte, que je ne vais pas réussir à ouvrir, ça y est. Voilà, à l'intérieur de la boîte, vous avez de magnifiques lunettes de jardinier que vous allez pouvoir mettre, et que je vais mettre, parce que vous aimez bien. Oui, quand on met, voilà. Oui, merci de faire Magnifique, ça. en plus te des va cheveux. toujours tellement bien, ces trucs-là. Voilà, c'est encore Ça mieux. me régale à chaque C'est fois. magnifique. Voilà, donc en fait, moi je mets mes lunettes de jardinier, et les lapins, pendant ce temps, ils se cachent. Donc en fait, vous allez avoir à soulever des petits choux, et vous vous cachez dans un chou. Vous verrez, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Hop, je mets mes lunettes ici. Hop. Une fois que les lapins sont cachés, les jardiniers ouvrent les yeux, le jardinier ou les jardiniers ouvrent les yeux, et ensuite c'est au tour des jardiniers, donc c'est la phase de jour. La phase de jour, en fait, pour les jardiniers, ça consiste à une action parmi deux. Soit je déplace un jardinier de 2 cases, soit je déplace un jardinier d'une case, et j'ai le droit de regarder sous l'un des choux. Ah, je ne vais pas me gêner, je vais regarder sous celui-là. Hop. Ah, il n'y a rien sous ce chou-là. C'est pas grave, je le repose. Une fois qu'on a fait ça, bah en fait, là, j'ai trouvé aucun lapin. Donc les lapins, eux, vont se révéler. Donc ici, il y avait un lapin, et ici, il y avait un lapin. Du coup, les lapins, hop, ils sortent de leur trou, mais ils ont mangé les choux. Donc hop, on retourne la petite tuile, hop, tac, et les lapins mangent les choux. Donc les choux sont retirés à la prochaine manche. Mais en mangeant des choux, ils se sont imposés leur déplacement futur. Parce que là, ce lapin-là, il a le choix de se déplacer dans cette direction, et il ne pourra dans cette direction, pardon, et il ne pourra se déplacer que lorsqu'il va rencontrer sous le premier chou. Donc là, en fait, l'idée, c'est que si je me déplace, ici, je vais aller forcément là-dessous, ou là-dessous, ou là-dessous. Donc du coup, s'il va se décider au prochain tour de se cacher, celui-ci, il a un avantage, c'est qu'il sait que ce lapin va être soit là, soit là, soit là. En fait, vous vous déplacez dans la longueur, mais au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des trous parfois. Parce qu'un chou mangé, en fait, va créer un trou. Et donc forcément, si j'étais dans cette situation-là, j'aurais pu me cacher sous ce chou-là, ou Et celui-là, ouais. ou celui-là. C'est là la petite subtilité, c'est qu'à force de manger des choux aussi, je creuse un peu un terrain. Des tranchées, on va dire. Donc là, par exemple, on est dans cette situation-là. De nouveau, on passe à la phase de nuit. Les lapins se cachent, vous mettez vos lunettes ridicules, et les lapins vont se cacher. Donc ce lapin-là, par exemple, il pourrait se cacher, il va dire, allez, je vais me mettre là, hop. Et lui, il va se dire, ok, moi je peux aller là, là, là ou là, je vais aller plus loin parce que j'ai peur, hop, je vais me mettre là. Autour des jardiniers, ils vont dire, ok, lui, je pense qu'il est venu me troller, et je suis sûr qu'il est allé là, hop, je révèle, oh non, il n'était pas là. Lui, par contre, il se dit, je pense qu'il est proche de moi, donc je vais plutôt aller par là, et soulever celui-ci. Trouvé! J'ai trouvé un lapin, hop, il me reste plus que le deuxième à trouver. En plus, j'ai sauvé le chou, donc tant mieux. Et dès que je trouve le deuxième, j'aurai gagné la partie. Donc l'idée, en fait, dans ce genre de jeu, c'est un peu, en tant que lapin, d'essayer de brain les jardiniers, de se mettre des fois au plus proche d'eux, et eux, ils vont croire que je suis parti super loin, alors qu'en fait, je suis juste à côté. Et il faut essayer aussi de, parfois, essayer de faire perdre du temps aux jardiniers pour manger le plus de choux. Je rappelle, si vous en mangez 9, vous gagnez la partie. Ceux-là, après, sont retirés. Et du coup, forcément, si le lapin s'était caché ici, du coup, il aurait mangé ce chou-là, et du coup, au prochain tour, il pourrait se déplacer soit ici, soit là. Et donc, de nouveau, on va se redéplacer, etc. C'est méga simple, et pourtant, on peut un peu corser la chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir 2 tuiles en 4 exemplaires chacune qu'on va pouvoir rajouter. On a les buissons. Les buissons, eux, ça se mange pas, mais les lapins pourront se cacher dessous, sans problème. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'ils vont pas partir. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, vous gagnez du temps. Ou du moins, vous en faites perdre un petit peu aux jardiniers. Mais eux, par contre, ils peuvent quand même consulter sous les buissons. Donc parfois, en fait, vous allez sous un buisson et du coup, vous perdez du temps parce que vous mangez pas de choux, mais par contre, vous en faites perdre un peu aux jardiniers. Et à l'inverse, ici, on a les doubles choux. Et donc les doubles choux, quand vous les mangez, forcément, ça vous fait 2 points d'un coup. Donc c'est plus intéressant d'aller manger les doubles choux. Mais peut-être que les jardiniers se diront, ah, il y a un double chou ici, je suis sûr qu'il allait là. Mais peut-être que vous l'aurez brain. C'est hyper malin. Moi, j'aime beaucoup ce genre de format. Déjà, chez Spaceco, en termes d'édition, je trouve ça toujours cool parce que, Oui. en termes de format de boîte, par exemple, votre boîte de jeu, c'est votre plateau de jeu. Donc ça, franchement, c'est top. Ça vous prend pas de place. Ensuite, ça, je l'ai dépunché. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette épaisseur? C'est un truc comme ça que vous avez. Et en fait, quand vous le dépunchez, mais ça part nickel. Et votre jeu, mais
enfin, il est nickel, quoi. Il y a pas j'ai pas eu d'erreur de moment où j'ai arraché un truc, je me suis dit, ah, mais du coup, on saura c'est quoi la tuile, c'est nul. Non, c'est nickel. Du coup, je trouve l'édition est vraiment top. Je sais même pas combien il est. 22 €. Ok. Bah, j'ai pas trouvé ça super cher. Bah oui, bonne surprise. Oh la vache. Ok, je m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est un truc à 28 ou un truc comme ça. Non, 22. Et ben moi, je trouve ça très très cool parce qu'au final, avec des plus jeunes, même 5 ans, je pense qu'on peut déjà commencer à y jouer. Ce petit côté un peu de cache-cache me déplaît jamais vraiment. J'aime beaucoup, moi, ce genre de jeu. Et puis aussi, bah, je trouve que même pour plus âgés, il suffit de rajouter les variantes de buisson et de double chou. Alors là, vous avez des bonnes parties devant vous. Voilà, là maintenant, on va passer derrière le comptoir. Et recoucou derrière le comptoir, voici des petites nouveautés. Alors ok, on triche, ça c'était la semaine dernière, mais nous avons honteusement oublié d'en parler, alors qu'ils sont magnifiques. Voilà les 3 nouveaux puzzles de la gamme de chez Yellow. Donc on a Mara sur l'eau, Vanessa Morales et Angelina Costamagna aux illustrations. Moi j'avoue, j'ai déjà craqué pour celui-là et je suis dessus. Il est magnifique. Donc voilà, les 3 nouveaux de la gamme. On a ensuite Star Wars Shatterpoint, un jeu d'escarmouche avec figurines. Bah voilà, tout est dit, c'est le nouveau jeu d'escarmouche, le wargame Star Wars, qui vient donc avec cette grosse boîte principale et des petites boîtes qui sont plutôt sympas. C'est qui lui? C'est Kenobi? Oui, c'est Hello Kenobi. there. Voilà, on a Doku, mon cœur balance. Je suis un peu comme toi Alex, d'habitude j'ai tendance à préférer les méchants, mais là le choix est difficile, je ne saurais pas dire lequel est mon préféré. Si. Indice, il porte une barbe. Voilà, hop là. C'est un jeu qui est très orienté objectif, des objectifs dynamiques. Donc il va falloir énormément se déplacer. Donc la mobilité va être un point très important dans le jeu. Et il y a un décor fourni à l'intérieur, puisqu'en fait le décor va aussi avoir une importance assez haute, notamment sur justement la hauteur où vous vous situez. Vous avez un avantage si vous surplombez votre adversaire, forcément. Et voilà donc ce petit Shatterpoint avec une boîte qui est, ma foi, bien chatoyante, qui donne envie. Hop. Ok, on continue avec la nouvelle boîte de Horror à Arkham, le JCE. Donc comme d'habitude, ils sortent les investigateurs avant le scénario. Voilà, un jour peut-être quelqu'un leur posera la question. Mais dans la future campagne du Cercle Brisé, vous avez déjà les investigateurs. Voilà, amen. Soyez patients pour le scénario. Ça vient pas très longtemps après les investigateurs. Normalement, ça arrive bientôt. C'est déjà ça. Et on a la suite et des Pokémon, les nouveaux. Hop là. Alors, on a la boîte ici. Donc c'est comment il s'appelle celui-là? Alors Patifluc, Satinoc, Évolution à Paldea, écarlate et violet. Voilà. Ah, je vois que tu mets le nom des Pokémon. Non, les Pokémon, j'ai arrêté. Chabrousse, j'ai arrêté d'essayer de les comprendre. Et Canardo. Oui, alors. Ça tient la route en plus, ton truc. C'est vrai, tu les as inventés? Oui. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Je sais pas, il y a un chat, il y a un dinosaure et un Mais attends, canard. parce que ceux-là, tu vas me les nommer, il y en a. Mais voilà ce qu'on va faire. On va te donner des Pokémon à nommer. Alors lui, est-ce que tu vois la tête? Pas la tête. Moi je crois que la tête est là, parce que là j'ai l'impression de voir un œil et j'ai l'impression qu'il a une bassine ou une fontaine sur la tête. Ouais, mais t'as vu, il a une bassine fendue. Bon, lui. Oh là et là. lui, il ressemble encore à des Pokémon. Les fans de Pokémon, mais lui, vous devez nous détester. Hein. Lui, j'ai pas compris. Il a des crocs comme des dents de sabre, mais c'est des dagues et c'est tellement enfoncé dans son museau que ça dépasse. Oui, j'arrive pas à savoir s'il est content ou pas content d'avoir ça. C'est Tigre Dague. Je sais pas. Bon, et lui, bon, ça va. Il a un bâton de Gandalf magique. Ouais, lui, il est cool, lui. Il a du style. Mais alors, vraiment, ces deux-là sont des mystères pour nous. Hein. On a aussi le tripack. Oui. Avec le Pokémon temps, t'as attendu Vrombi. En vrai, il est mignon, même s'il n'a aucun sens. Et Forgerette. Ok, je vois le concept. Je l'ai. Parce qu'elle a un marteau je qui suppose. Elle est forgeron. C'est ça. Et on a également ça c'est un petit... en épée et bouclier Évolution Céleste qui est sorti il y a, je sais pas, plus ou moins 1 an. Et je sais qu'il y avait quelques cartes particulièrement attendues là-dedans. Et voilà, on en a un petit peu. Je crois que c'est bon pour le derrière le comptoir. Donc on vous dit à tout à l'heure pour le focus. Et bienvenue dans ce focus sur Cat in the Box, référence à l'expérience du Schrödinger Cat, du chat Schrödinger. Je vous enjoins à aller voir sur internet ce qu'est cette expérience, qui est quand même de la maltraitance animale. On en tient à le dire. Oui. Maintenant que la parenthèse est faite,
est faite. On va vous présenter ce jeu en méga avant-première. Merci à Matago qui va être le distributeur de ce jeu pour nous avoir permis de faire ce focus bien avant la date qui est fin août. Annoncé fin août. Voilà, annoncé fin août. Voilà. Cat in the Box, jeu de 2 à 5 joueurs, 30 minutes de partie et 13 ans et plus. 13, pas 10, pas 12, 13. Nous, on vous dit 10. Plutôt 10. Quoi. Parce que ça va être un jeu de pli dans l'ensemble, avec des twists très très cool. C'est pour ça qu'on le met plutôt au même âge que The Crew, par exemple, le jeu de pli aussi avec des twists. Je me demande si c'est pas 12 ans, The Crew, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas, pas 13. 10 ans, franchement, ça va. 10 ans, ça devrait aller. Mais 13, bon, c'est assez spécifique. C'est subtil, mais c'est pas compliqué. Mais c'est drôle. C'est je prends mon anti-sèche. L'auteur est Muneyuki Yokushi. Et illustré magnifiquement, vous verrez, par Osamu Inoue. Voilà, jeu japonais. On le voit un peu au design très kawaii de ce jeu. Le matos est très cool. Et je vais laisser mon assistante Samantha, qui sera finalement le clou du spectacle, vous expliquer le jeu. Yes, Cat in the Box, du coup un jeu, comme disait Alice, du coup de pli. Ici, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, ce sera plus simple pour vous l'expliquer, mais comme on vous l'a dit, ça peut jouer de 2 jusqu'à 5. Chaque joueur va avoir lors de la mise en place un petit plateau qui ressemble à ça, où ici on va avoir un moyen de compter le nombre de plis qu'on compte faire, donc c'est une sorte de pari en fait qu'on va tenter de réaliser, 1, 3 ou 4 plis. Autour ici ça va être quand on va couper à la couleur qu'on va les utiliser, et quand ça sera utilisé malheureusement on ne pourra plus utiliser la couleur. Au centre de la table vous avez un petit plateau qui va représenter les différentes couleurs présentes dans le jeu, et aussi les différentes valeurs, donc là de 1 à 6, comme on est 3, ça va les valeurs de 1 à 6, quand on est plus nombreux ça va aller jusqu'à 9. Et donc du coup là, comme on est 3, en fait on a 30 cartes en tout, et on va en distribuer 10 à chacun des joueurs. La partie va durer 3 manches, et à chaque manche on va du coup jouer un maximum de 8 cartes. Pourquoi 8 cartes? Parce qu'en fait, parmi les 10 déjà, chaque joueur va pouvoir en écarter une de son choix. Donc on va choisir une carte, et on va l'écarter. Moi je vais choisir d'écarter par exemple ceci, voilà, je l'écarte. Secret, hein. Secret. Et évidemment. Moi j'en ai retiré une aussi. Secrètement. On a du coup 9 cartes, mais on n'en jouera que 8. Il est possible qu'on en joue moins, évidemment, il y aura des cas particuliers. Comme pour un jeu de pli, donc il y a un premier joueur qui est désigné, là pour le coup ce sera le joueur bleu, qui va choisir une de ces cartes et qui va la jouer. Vous verrez que les cartes n'ont pas de couleur, elles sont toutes noires en fait. Et c'est en fonction de ce que vous allez annoncer, vous allez indiquer au joueur ce que vous jouez. Donc là par exemple, Takesuta a 1, très bien. Et bien du coup Alice par exemple va commencer, elle est première joueuse. Tu vas pouvoir jouer. Un 1 bleu. Donc elle annonce à 1 bleu, ce qui fait qu'elle va le mettre du côté droit de son plateau, et en fait on a la couleur du plateau, donc vas-y je te laisse filmer, parfait. La couleur indique du coup ici que la carte d'Alice est du coup bleue, donc c'est à 1 bleu. C'est la couleur de référence. Tout à fait, la couleur de référence. Pour indiquer au joueur qu'elle a joué 1 bleu, on prend un petit marqueur de sa couleur et on le place sur le 1 bleu ici. Ce faisant, la valeur étant masquée, il y a un jeton dessus, je ne pourrai, aucun de nous, à partir de maintenant, ne pourra jouer du coup de 1 bleu, puisqu'il a déjà été joué par Alice. L'autre joueur du coup va pouvoir jouer la couleur de son choix évidemment, à ceci près que du coup s'il joue une couleur différente, il va du coup couper à la couleur, et c'est pas forcément très conseillé, mais on peut le montrer là du coup. Hein. Ok. Eh bien le joueur ici qui s'appelle Tony coupe en disant je mets un 3 rouge. Ok, 3 rouges, donc ça c'est très spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que le rouge en fait, en termes de couleur, c'est une couleur qui est toujours supérieure aux autres. Donc là pour l'instant le prix serait remporté par Tony, du coup, qui a joué le 3 rouge. Mais comme il a coupé, vous avez vu que le jeton je l'ai pris depuis son petit plateau personnel, et pas depuis sa réserve. Ça c'est important parce que maintenant la croix indique que Tony ne pourra plus jamais jouer rouge de toute la partie. C'est interdit. En tout cas pour lui. Moi, maintenant, ce que je peux faire, c'est soit suivre Tony, soit jouer une autre couleur, mais dans tous les cas, si je ne joue pas la couleur référente, bah du coup, malheureusement, je vais devoir faire comme Tony, du coup, me priver d'une couleur. Donc, dans le doute, je vais plutôt jouer, par exemple, un 4 bleu. Ok. Et du coup, bah, je prends mon jeton de la réserve, et je le mets sur le 4 bleu. Que se passe-t-il maintenant? Alors là, pour la résolution, du coup, bah, c'est forcément Tony qui va récupérer le pli, puisqu'on l'a dit, la valeur, enfin la couleur rouge est supérieure aux autres. Si j'avais joué rouge, par exemple, si j'avais joué un 4 rouge, j'aurais également coupé, forcément. J'aurais joué ça ici. Mais c'est moi qui l'aurais remporté, parce que du coup, sur la couleur rouge qui est la plus forte, c'est moi qui ai la plus forte valeur.
Donc on va dire que je l'ai remporté. Hop. J'ai remporté ce pli. Quel est l'intérêt de rapporter des plis? Chaque pli vous permet de gagner un point de victoire. Le truc c'est que avant même, enfin au début de chaque manche en fait, avant même de lancer les plis, on va dans l'ordre du tour parier. Et donc en fait vous avez sur le mini plateau que vous a montré Alice des valeurs qui vont avoir 3 valeurs, 1, 2 ou 3. C'est les plis 1, 3, 4. 1, 3, 4, rien à voir. Vous allez du coup avoir 3 valeurs, 1, 3, 4. Du coup vous allez pouvoir annoncer le nombre de plis que vous pensez faire en fonction des cartes que vous avez en main. Donc là, Alice, c'était première, tu peux Y a pas. C'est Je dis 3. 4. Donc elle dit 3, elle annonce 3 plis. On va dire que Tony est chaud, il annonce 3 également. Tony, il est chaud. Il annonce 3. Moi, je suis un peu mathématicien, je me dis qu'on va faire que 8 plis maximum. Vous en avez fait annoncer tous les deux 3, ce qui ferait un total de 6 techniquement en termes d'équité. Donc je suis un peu peureux, je vais plutôt annoncer 1 parce que j'estime que 1 plus 3 ça fait 7 et que normalement on devrait tous être satisfaits. Quel est l'intérêt de remplir en fait son pari? C'est que, comme je l'ai dit, chaque pli fait un point de victoire, mais que si vous remplissez votre pari, vous allez vous référer au plateau central, parce que je vous rappelle, quand on joue des cartes, on va placer nos jetons sur le plateau. Et si vous remplissez votre pari, vous allez gagner un point par pli. Et en plus de ça, vous allez gagner un point par jeton adjacent de votre zone la plus grande. Donc là, par exemple... c'est moi qui ai plein de points si je réalise mon... Exactement. Si Alice fait 3 plis, donc elle a rempli son pari, elle va déjà gagner 3 points parce qu'elle a fait 3 plis. Et en plus de ça, elle a une zone de 1, 2, 3. Et donc du coup, elle marque 3 points supplémentaires, donc 6 points. Ce qui est plutôt cool. Là, pour le coup, Tony, s'il remplit son pari qui était 3, il marquerait du coup 3 points plus 2. Et moi, si je remplissais mon pari, je faisais 1 plus 2, ça fait 3. Tout simplement. Que 1, parce que t'es nul. Exactement. Donc au final, on est sur un jeu très accessible. Petite subtilité, qu'est-ce qui se passe si jamais on ne peut pas jouer? C'est-à-dire que si jamais vous avez une couleur qu'on vous demande de jouer que vous ne pouvez pas jouer parce que vous avez coupé trop tôt, si jamais vous n'avez pas la valeur disponible, parce que des fois, à force de jouer, il n'y a plus de valeur disponible. Ah oui, là par exemple, s'il doit jouer dans du bleu, il peut jouer que un 6 bleu, parce que c'est la dernière valeur où personne n'a joué. Exactement. Et donc qu'est-ce qui se passe quand je peux pas jouer? On crée ce qu'on appelle un paradoxe. Et le paradoxe vous fait perdre des points autant que vous avez de plis. Oui, et ça met fin tout de suite au tour. Ça met fin tout de suite à la partie, donc enfin tout de suite au tour, pardon. Donc après il y aura d'autres manches éventuellement. Mais c'est vrai que du coup, si vous pensiez finir un pli, dès que quelqu'un fait un paradoxe, il n'y a pas de fin de pli. Ce pli-là, il n'est pas compté. Donc il faut faire hyper attention à ça. Ce que je voulais rajouter, c'est que en gros, si je propose 1 et que durant la partie, je propose de faire un pli en fait, mais que durant la partie, j'en fais 3, à la fin, si c'est pas moi qui fais un paradoxe, je marque quand même 3 points. J'ai le droit de dépasser mon pari, mais je ne marquerai pas mes points bonus. Et oui, mais c'est avoir par rempli contre, pile son pari voilà, qui permet d'accéder à ça. L'idée du paradoxe, c'est qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement en fait, qui se crée ici, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous êtes limité en valeur et ou en couleur si vous avez trop coupé. Et ça qui est hyper malin, en fait, c'est qu'il faut vachement prendre en compte ce qui est ici, parce que à la fois, on pose des jetons par rapport aux valeurs qu'on a jouées, et aussi aux couleurs, mais aussi on essaye de créer des zones, et également remplir son contrat. Et aussi bloquer les autres, parce que justement, bien sûr, il peut plus jouer en bleu, par exemple, Tony, parce qu'il a coupé, et il reste plus qu'une place en bleu. Bien sûr. Et s'il peut pas jouer, on fait un paradoxe, et moi, par exemple, ça pourrait m'arranger, parce que je suis pile à mon contrat de pli, peut-être qu'à ce tour-là, j'aurais gagné le pli, ce qui m'arrangeait pas. Oui. Du coup, il y a un tempo qu'on peut imposer et bloquer les autres, c'est hyper... C'est une stratégie intéressante de forcer les joueurs à créer des paradoxes pour les handicaper déjà sur leurs points, mais en plus pour finir très tôt, parce que dès qu'on a rempli son pari, on a envie que d'une chose, c'est de plus avoir de cartes pour bonifier en fait la zone qu'on a construite. C'est hyper malin. Le jeu s'adapte très bien, pourquoi? Parce que magie, si vous jouez à plusieurs, il y a plus de valeur, et donc du coup votre plateau s'agrandit. Oh, ça va jusqu'à 9? Et les valeurs vont jusqu'à 9 du coup, parce que quand on est plusieurs, il y aura du coup des plus grosses valeurs qui vont arriver. Je pense qu'on a... Il y a une variante à 2. Ouais, il y a la variante à 2 aussi. Il y a une variante à 2 qui est pas très compliquée, qui rajoute... donc dans la mise en place, vous allez tirer 5 cartes au hasard, et ces 5 cartes-là vont, avec une couleur neutre en fait, bloquer des emplacements. Voilà, là on commencerait la partie avec déjà 2 cartes, 2 cases de 2 qui sont prises, 4, 3 et 6. Oui, c'est ça. Et après, l'idée c'est que vous n'avez pas de pari à faire. Pour obtenir le bonus, il faut que vous ayez 4 plis. Voilà, si vous voulez avoir le bonus là, de petites zones. Voilà, sinon tout le reste des règles sont pareilles pour le mode à 2 joueurs, donc du coup ça en fait un mode très viable aussi. Pareil que
Tatsu qui avait aussi ce jeu de pli, qui avait une variante à 2 qui était très très cool. Donc Matago arrive encore à proposer un jeu de pli avec un twist très original et qui a aussi une variante à 2 viable, ce qui est très rare pour les jeux de pli. Cette piste est hyper malin honnêtement. Moi je savais pas trop à quoi ça servait les petits jetons, je me suis dit c'est cool, en plus c'est super bien édité, hein. C'est hyper bien fait. Et en fait c'est hyper malin parce que des fois les joueurs vont ne pas vouloir couper, ils vont vous suivre à la couleur, mais ce faisant vous êtes obligé de donner des valeurs différentes et donc au fur et à mesure vous allez pisser des fois, il y a un moment où en fait on peut plus jouer la couleur et on est obligé de couper et du coup ça nous pousse à faire aussi des paradoxes qu'on n'a pas envie de faire, donc c'est hyper malin, franchement très très bon jeu de pli, assez surprenant. Voilà, je pense qu'on a fait après le tour du jeu. Je pense le plus grand bien. Très très fin d'été, ça aurait été très cool en jeu d'été parce que jeu de pli, mais il est tellement beau qu'on n'a aucun doute que rien qu'à Noël, mais parce qu'il est trop beau, il est trop bien, enfin il va trouver sa place. Moi déjà c'est sûr que quand il sort je vais le prendre. Je pense que l'avantage c'est que ça peut plaire à des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux de belote, de pli, The Crew, Skull King par exemple, mais là vous avez une troisième subtilité, je trouve, que les autres jeux n'ont pas. Et ensuite, c'est une toute petite boîte, c'est hyper pratique pour transporter. Je trouve ça génial, c'est hyper bien édité. Donc plateau creusé, tout ça. Très très cool, je trouve vraiment simple et avec des twists. Et des petits twists. Donc ça rend le jeu très très plaisant. Je pense que c'est bon. On dit encore merci à Matago et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.